Elle portait une robe ivoire sublime, un tissu soyeux qui épousait parfaitement sa silhouette et captait chaque rayon de lumière filtré à travers les vitraux de la chapelle. L'air était empli d'un parfum délicat de pivoine et de lys, et le silence, lourd de solennité, semblait prêt à se briser au moindre geste. Les invités chuchotaient en me voyant avancer, mais leurs regards glissaient souvent vers elle, cette femme assise au premier rang, un sourire figé sur son visage, comme un masque de supériorité. Elle avait choisi la place d'honneur comme pour s'approprier mon moment. À chaque pas, je sentais mon cœur battre à un rythme effréné, non pas de trac, mais de rage contenue. Car ce que personne ne savait, c'est que depuis plusieurs semaines, je ne dormais plus. Mes nuits étaient rythmées par des heures passées à relire des messages, à scruter des relevés téléphoniques, à rassembler des preuves. Je n'étais plus une future mariée euphorique. J'étais devenue une stratège, déterminée à transformer mon mariage en scène de justice. Tout avait commencé 3 semaines plus tôt. J'étais rentrée plus tôt que prévu après un déplacement professionnel, impatiente de retrouver Julien. Je l'avais prévenu par SMS que je rentrerais dans l'après-midi, mais il n'avait pas répondu. En entrant dans notre appartement, un parfum inconnu m'avait frappée. Une fragrance florale, capiteuse, qui n'était pas la mienne. Je m'étais avancée jusqu'à la chambre et avais trouvé le lit défait, les oreillers empilés comme s'ils avaient servi de rempart. Une sensation de vertige m'avait envahi. Dans un réflexe, j'avais saisi son ordinateur portable, et le souffle court, j'avais tapé le mot de passe que je connaissais. Je n'étais pas préparée à ce que j'allais découvrir. Des dizaines de mails envoyés à une certaine Mélissa Garnier, chacun plus explicite que le précédent. Des photos d'eux dans des hôtels, des discussions sur leurs projets secrets, sur la façon de gérer mon emploi du temps pour se retrouver sans être découvert. L'écran me renvoyait l'image d'une vie parallèle, d'un homme que je croyais connaître et qui me semblait soudain étranger. Le choc avait été si violent que j'étais tombée à genoux, le souffle court. Je me souvenais encore de la texture du tapis sous mes paumes, du goût salé des larmes sur mes lèvres. Quand Julien était rentré quelques heures plus tard, il avait trouvé la maison impeccable. Je l'attendais, maquillée, souriante, comme si de rien n'était. Il n'a pas remarqué mes yeux rougis. Ce soir-là, quand il m'a prise dans ses bras, je me suis forcée à le serrer contre moi. Il sentait toujours son parfum, mais derrière cette odeur familière, je percevais désormais un mensonge. J'ai su qu'il ne fallait pas agir sous le coup de la douleur. Il me fallait du temps. Je devais comprendre l'ampleur de la trahison, rassembler les preuves, établir un plan. Je ne voulais pas une confrontation privée, des excuses vides. Je voulais qu'il paye publiquement. Les nuits qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. J'attendais qu'il s'endorme, le souffle régulier d'un homme sans remords emplissant la chambre. Je me glissais hors du lit et me postais devant mon ordinateur, les cernes de plus en plus profonds chaque matin. J'ai passé des heures sur le cloud familial, chaque photo, chaque message sauvegardé, chaque appel enregistré. J'ai découvert qu'ils se parlaient presque tous les jours, qu'ils s'envoyaient des messages dès que je tournais le dos. Leurs mots étaient cruels, leur complicité absolue. Mélissa se moquait de moi. Elle est tellement occupée avec les fleurs et le plan de table qu'elle ne verra rien venir. Julien répondait qu'il n'avait jamais ressenti ça avant elle, qu'il était prêt à tout plaquer pour vivre leur passion. Je lisais ces phrases en serrant les dents, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai commencé à dresser une chronologie précise de leur rendez-vous. Chaque date, chaque heure, chaque lieu. J'ai retrouvé des factures de restaurant, des tickets de cinéma, même des achats en ligne qu'elle avait livrés à son adresse. Elle aimait les cadeaux luxueux, sacs de marque, lingerie fine, bijoux discrets mais coûteux. Et Julien payait tout, utilisant parfois notre compte commun. Je me suis alors souvenue
de la fois où il m'avait reproché mes dépenses pour le mariage, prétendant qu'il fallait rester raisonnable. Il se montrait économe pour ma robe, mais prodigue pour ses rendez-vous adultères. L'injustice m'a consumée. La douleur a laissé place à la colère, une rage froide qui m'a donné l'énergie de continuer. La première personne que j'ai contactée pour m'aider a été un ami avocat, maître Dufresne. Il m'a expliqué que plus j'aurais de preuves, plus j'aurais de poids dans la procédure. J'ai donc investi dans du matériel, un petit micro espion que j'ai dissimulé dans notre salon, un logiciel de récupération de données pour récupérer ces messages effacés. Chaque soir, je me transformais un peu plus en détective. J'ai fouillé ses poches, ses valises, son portefeuille. J'ai découvert un reçu pour une nuit d'hôtel à l'hôtel Vernet, un établissement où nous avions prévu de passer notre nuit de noces. Il y était allé avec elle. Ce détail m'a dévasté. Mon rêve de futur marié s'est fissuré. Mais plutôt que de pleurer, j'ai décidé de m'armer. Je me suis juré qu'elle regretterait d'avoir voulu m'humilier le jour de mon mariage. Pour en apprendre plus sur Mélissa, je suis allée jusqu'à me créer un faux compte sur un réseau social professionnel. Je l'ai contactée sous prétexte d'être une recruteuse intéressée par son profil. Elle s'est montrée charmante, vantarde, me parlant de ses réussites, de sa carrière florissante, de ses nombreux contacts influents. Chaque mot confirmait son arrogance. Je l'ai observée publier des photos de soirées mondaines, de voyages, de brunch, où elle souriait d'un air conquérant, comme si le monde entier lui appartenait. Sur l'une d'elles, elle portait la montre que j'avais offerte à Julien pour son anniversaire. Cette montre, je l'avais faite graver. À toi pour toujours. La voir à son poignet m'a fait l'effet d'une gifle. Je passais mes journées à jouer la fiancée parfaite, me rendant aux essayages, choisissant les fleurs, discutant avec le traiteur, souriante et polie, tandis que mes nuits étaient un cauchemar éveillé où j'alignais les preuves de leur liaison. Je m'étais fixé un objectif. Si Mélissa avait prévu de transformer mon mariage en scène de triomphe, je la ferais chuter devant chaque témoin, chaque proche, chaque ami qui croyait en notre histoire. Mais je savais que je devais être méthodique. Mon plan nécessitait de la précision. Je ne pouvais pas me contenter d'un coup d'éclat improvisé. Il fallait que la vérité frappe comme la foudre, inattendue et implacable. J'ai donc commencé à dresser une liste des invités. 300 noms, chacun comptant pour moi, chacun devant être le témoin de la mascarade. Je les imaginais déjà ouvrir leurs enveloppes, le silence tombant d'un coup sur la salle, les visages passant de l'étonnement à l'horreur en découvrant l'ampleur de la trahison. Je voulais que personne ne puisse détourner le regard, que Mélissa et Julien sentent le poids de 600 yeux braqués sur eux. Dans le même temps, je poursuivais mon enquête. J'ai pris rendez-vous avec un détective privé recommandé par maître Dufresne, Madame Delcourt, une femme aux cheveux gris impeccablement attachés, à la voix douce mais au regard perçant. Je lui ai apporté une valise pleine de documents, de copies d'écran, de reçus. Elle a feuilleté le tout sans une émotion. « Vous savez ce que vous faites, Madame Perrin ?» m'a-t-elle demandé. « Oui », ai-je répondu d'une voix calme. « Je veux la vérité, toute la vérité. Et je veux que ça éclate le jour de mon mariage. » Pendant une semaine, Madame Delcourt a travaillé dans l'ombre, recoupant mes informations, traquant Mélissa jusque dans ses moindres mouvements. Elle a découvert qu'elle n'avait pas qu'un fiancé et un amant. Elle entretenait aussi d'autres relations plus discrètes, des hommes plus âgés, riches, qu'elle séduisait avec son air angélique et ses promesses de mariage. Elle avait fait de la manipulation un art de vivre. Son appartement, un duplex situé près de la place Saint-Michel, était payé en partie par un certain Monsieur Lemoine, un entrepreneur divorcé qui croyait qu'elle était sa future épouse. Mélissa jonglait entre ces hommes comme une danseuse entre ses partenaires. Elle ajustait ses discours, inventait des mensonges sur ses absences, réutilisait les mêmes histoires en changeant juste les prénoms. La cruauté de son système m'a glacée. J'ai compris qu'elle n'essayait pas seulement de détruire mon mariage,
mais qu'elle le faisait pour le sport, pour le frisson du pouvoir. Je me souviens de la première fois où Madame Delcourt m'a montré une vidéo filmée discrètement dans un café. Mélissa discutait avec Antoine, son autre fiancé, la main posée sur la sienne, le visage radieux. « Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, » disait-elle, la voix tremblante d'émotion feinte, « mais ce sera notre miracle. » Antoine avait les larmes aux yeux. Il croyait à chaque mot. À la fin de la vidéo, j'ai vomi dans la salle de bain de l'agence. Jamais je n'avais haï quelqu'un avec une telle intensité. Jamais je n'avais ressenti ce besoin viscéral de justice. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris que ce mariage, mon mariage, ne serait pas le début d'une vie de couple, mais le théâtre d'une révélation qui marquerait à jamais tous ceux qui y assisteraient. J'ai tout organisé dans le moindre détail. J'ai pris rendez-vous avec le directeur de la salle de réception, un certain Monsieur Fournier, un homme discret qui, après avoir entendu mon histoire, m'a promis sa totale coopération. Nous avons répété la distribution des enveloppes. Chaque serveur devait remettre l'enveloppe en même temps à chaque table, au signal que je donnerais en levant mon verre pour le toast. J'ai choisi des enveloppes couleur crème, assorties à la décoration, ornées d'un cachet doré portant nos initiales, pour que personne ne soupçonne leur contenu avant de les ouvrir. J'y ai glissé les photos les plus explicites, les copies des conversations, les relevés d'appel et un faux test de grossesse positif portant mon nom. Car j'avais compris qu'elle avait elle-même utilisé ce genre de mensonge pour enfermer Antoine et Julien dans sa toile. J'ai décidé de lui rendre l'appareil, en la forçant à voir ses propres armes retournées contre elle. Les jours précédant le mariage ont été une torture. Je devais continuer à sourire, à répondre aux messages de félicitations, à poser pour les photos de préparatifs, à rassurer ma famille et mes amis. Personne ne savait la tempête qui faisait rage dans mon cœur. Je faisais semblant de choisir des rubans pour les chaises, de goûter des desserts pour le buffet. Mais dans ma tête, je répétais chaque étape de mon plan, m'assurant que rien ne pourrait le faire échouer. Je dormais peu, je mangeais à peine. Mon corps s'épuisait, mais mon esprit était d'une lucidité terrifiante. Je n'étais plus la femme douce qu'il avait cru incapable de se défendre. J'étais devenue celle qu'il aurait dû craindre. La veille du mariage, Mélissa a posté une photo d'elle sur Instagram, dans une boutique de robes de soirée, portant une tenue crème, un sourire de prédatrice aux lèvres. En légende, elle écrivait « Prête pour le grand jour ». Les commentaires fusaient « Tu vas être sublime, chanceuse d'assister à un si bel événement ». Ils ignoraient tous qu'elle allait assister à son propre procès. Quand j'ai vu cette photo, j'ai éclaté d'un rire sans joie. J'ai compris que la victoire était proche, que le masque allait enfin tomber. Le matin du mariage, le ciel était d'un bleu éclatant, presque insultant de perfection pour un jour qui devait devenir un champ de ruines. Les fleurs blanches ornaient l'entrée de la chapelle, la fanfare répétait discrètement sous le porche, et les invités commençaient à arriver, tirés à 4 épingles, leurs visages illuminés par l'excitation. J'observais la scène depuis la fenêtre de ma suite, perchée au 3e étage de l'hôtel jouxtant le lieu de la cérémonie. Les demoiselles d'honneur virevoltaient autour de moi, ajustant ma coiffure, retouchant mon maquillage, discutant de la météo et des invités déjà aperçus. À chaque éclat de rire, je ressentais une douleur sourde. Elles croyaient toutes à un conte de fées, elles ne pouvaient pas imaginer l'orage qui couvait. Ma mère entra dans la pièce avec un plateau de fraises et de petits fours. « Ma chérie, tu es radieuse, dit-elle en posant ses mains sur mes épaules. Je soutins son regard dans le miroir, et pour la première fois, je fus sur le point de tout lui dire que son gendre idéal était un imposteur, que la femme assise au premier rang avait planifié ma destruction. Mais je me tus. Je voulais qu'elle découvre la vérité comme tout le monde, dans une onde de choc collective qui marquerait les esprits à jamais. « Merci, maman », ai-je simplement répondu d'une voix douce. À 10 heures précises, le coordinateur de la cérémonie est venu nous chercher. « Tout est prêt, madame Perrin. » Je me suis levée, sentant le poids de ma robe, la rigidité du corset, le tissu soyeux de la traîne.
Chaque pas résonnait comme un conte à rebours. Au bas des escaliers, mon père m'attendait, un sourire fier illuminant son visage. Je me suis accrochée à son bras, et quand les portes de la chapelle se sont ouvertes, la musique a éclaté dans un tonnerre de violon. Le soleil se reflétait sur les vitraux, projetant des arcs-en-ciel sur les murs de pierre. La foule s'est levée dans un bruissement synchronisé, comme un seul corps. J'ai senti leur regard glisser sur moi, mais le mien s'est immédiatement accroché à elle. Mélissa, installée au 3e rang, dans une robe crème scandaleusement moulante, un rouge à lèvres corail parfaitement appliqué. Elle avait osé ce que personne n'oserait jamais, voler la lumière de la mariée. Ses yeux ont croisé les miens. Elle a esquissé un sourire insolent, celui d'une reine sûre de sa victoire. À cet instant, un calme glacial s'est emparé de moi. J'étais prête. Julien, debout à l'autel, semblait nerveux. Il avait dû passer la nuit à se demander si j'avais découvert son secret, ignorant que je préparais sa chute depuis des semaines. Quand mon père m'a déposée à ses côtés, j'ai senti ses mains moites. « Tu es magnifique », a-t-il soufflé. « Je sais », ai-je répondu sans le regarder. Le prêtre a entamé la cérémonie avec des mots sur la confiance, la patience, l'amour éternel. À chaque mention de la fidélité, Mélissa toussait bruyamment. Les invités se retournaient, gênés, cherchant l'origine de ce son incongru. Une vieille tante assise à ses côtés lui a lancé un regard assassin, mais elle a continué, savourant chaque interruption comme une victoire. Au moment des vœux, elle a sorti un petit éventail qu'elle agita ostensiblement, et lorsque Julien a commencé à parler de « respect mutuel », elle a lancé un clin d'œil théâtral qui a arraché un petit rire nerveux à plusieurs personnes. Son arrogance suintait dans chaque geste. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son heure approchait. À la fin de la cérémonie, alors que le cortège se dirigeait vers la salle de réception, elle s'est rapprochée de Julien, effleurant son bras d'un air innocent. « Magnifique cérémonie, non » a-t-elle murmuré assez fort pour que je l'entende. Je me suis penchée vers elle, un sourire radieux aux lèvres. « Merci d'être venue, Mélissa. J'espère que la réception te plaira. » Mon ton était si doux qu'elle n'y a pas perçu la menace. La salle de réception brillait de 1000 feux, lustre en cristal, nappe immaculée, bouquet de pivoine et de roses blanches à chaque table. Les invités étaient assis, riant, trinquant, s'émerveillant du décor. Julien, blême, se forçait à sourire. Mélissa était installée à une table centrale, entourée de jeunes cadres de la boîte de Julien, qu'elle charmait avec des anecdotes superficielles. Elle riait, se recoiffait, sirotait son champagne. Elle se croyait au sommet du monde. Autour d'elle, les conversations allaient doux, bon train. Sur le buffet somptueux, la musique, la robe de la mariée. Personne ne soupçonnait que cette réception serait le théâtre d'un cataclysme. Au bout d'une heure, le maître d'hôtel, Monsieur Fournier, est venu discrètement près de moi. « Tout est en place, Madame Perrin. Nous attendons votre signal. » Mon cœur s'est emballé, mais mon visage est resté impassible. Je me suis levée. Le tintement de mon verre contre la carafe de cristal a fait taire la salle en quelques secondes. 300 visages se sont tournés vers moi. Merci à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui pour célébrer l'amour, ai-je commencé d'une voix claire, résonnant dans le silence. Un mariage est un engagement sacré. Il exige la vérité, la loyauté, le respect. Sans eux, il n'y a pas de fondation solide. Julien, debout près de moi, regardait les invités, le visage figé dans une grimace de terreur. Il comprit que chaque personne dans cette salle voyait désormais sa trahison, son double jeu, sa lâcheté. Ses jambes faiblirent, il s'appuya à la table derrière lui, son teint exsangue trahissant le vertige qui l'emportait. Dans le brouhaha montant, un bruit sec claqua. Les lourdes portes de la salle de réception s'ouvrirent à la volée. Antoine entra d'un pas déterminé, tenant en main le test de grossesse négatif qu'il avait découvert la veille. Ses traits étaient tirés, son regard brûlait d'une colère glacée. « Tu m'as pris pour un idiot, Mélissa !» Sa voix tonna comme un coup de tonnerre, coupant net tous les murmures. Tous les regards se tournèrent vers lui.
Mélissa tenta un geste vers lui. Ses lèvres balbutièrent un « Antoine, je peux tout expliquer ». Mais sa voix mourut dans le silence pesant. « Expliquer quoi ?» rugit-il, sa voix brisant le calme comme un couteau. « Que tu inventais une grossesse pour m'attacher à toi pendant que tu couchais avec lui ?» Il pointa un doigt accusateur vers Julien, qui se ratatina un peu plus. Les invités étaient médusés. Certains filmaient la scène, d'autres détournèrent le regard, choqués. « Tu m'as fait acheter une chambre de bébé, tu m'as fait travailler comme un forcené pour un enfant qui n'existerait jamais. Tu m'as volé des mois de vie. » Antoine tremblait de rage. Il jeta le test sur la table de Mélissa, où il rebondit avant de s'immobiliser, dernier clou dans le cercueil de ses mensonges. Mélissa tenta de se lever, mais ses jambes flanchèrent. Ses mains agrippèrent la nappe, entraînant couvert et verre dans sa chute. Dans un fracas assourdissant, la table fut renversée, le champagne se répandit sur sa robe crème, la transformant en un symbole grotesque de sa déchéance. Des cris s'élevèrent, des invités se levaient pour s'éloigner. J'entendis quelqu'un murmurer derrière moi « Elle a osé faire ça ? Pendant le mariage ?» Le père de Julien, livide, le fixa avec un mélange de dégoût et d'incompréhension. Sa mère s'éventait frénétiquement, au bord de l'évanouissement. Les collègues de Julien, jusque-là admiratifs de son ascension professionnelle, s'échangeaient des regards chargés de jugement. Son patron secouait la tête, consterné, conscient que la réputation de son employé venait de s'effondrer à jamais. Mélissa, les cheveux en bataille, le maquillage coulant sur ses joues, essaya de ramasser les photos, de les cacher dans un geste désespéré. Mais c'était inutile. Les preuves étaient dans chaque enveloppe entre les mains de tous. Sa voix se brisa en sanglots hystériques. « Vous ne comprenez pas. Il m'a promis qu'il quitterait Élodie. » Son cri résonna dans la salle comme un dernier aveu. Les visages se fermèrent, la compassion disparut, remplacée par un dégoût unanime. Elle tenta de fuir, mais M. Fournier, le maître d'hôtel, bloqua son passage. Il avait pour consigne de la laisser sortir uniquement après que chacun ait vu sa déchéance. Elle dut traverser la salle, titubante, ses escarpins glissant sur le sol maculé de champagne et de fragments de verre brisés. Les conversations reprirent, un brouhaha dense, un bourdonnement de colère, d'incrédulité, de fascination morbide. Julien tenta de me toucher le bras. « Élodie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » J'ai reculé d'un pas, le foudroyant du regard. « Tu m'as trahi, humilié, et tu aurais continué si je ne t'avais pas démasqué. Tu ne mérites pas un mot de plus. » Ma voix était froide, tranchante. Ses épaules s'affaissèrent. Il comprit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Je pris le micro, la salle se tut à nouveau. « Chers invités, je vous présente mes excuses pour le chaos de ce jour. Mais il était important que la vérité soit révélée. Je vous remercie d'être venus et je vous souhaite de toujours choisir la loyauté plutôt que le mensonge. » Certains applaudirent timidement, d'autres hochèrent la tête, émus, reconnaissant mon courage. Quand la dernière porte se referma derrière Mélissa, un silence pesant plana dans la salle. Les conversations reprirent doucement, d'abord hésitantes, comme si chacun s'assurait que le cauchemar était bien terminé. Certains invités vinrent vers moi, m'enlaçant, me chuchotant leur admiration pour mon courage. D'autres, plus discrets, quittèrent la réception bouleversés. Ma mère s'approcha, ses yeux embués de larmes. « Ma fille, tu aurais dû m'en parler. » Je posai ma main sur la sienne. « Il fallait que je le fasse seule, maman. » Elle comprit, sans un mot de plus. Mon père, lui, me serra dans ses bras si fort que je sentis pour la première fois depuis des semaines que j'étais vraiment en sécurité. Julien, toujours debout près de l'estrade, semblait perdu. Ses amis s'étaient éloignés de lui, comme de la peste, et il savait que tout était fini, son image d'homme respectable, sa carrière, notre histoire. Il tenta une dernière fois. « Élodie, je… » Mais je levai la main. « Plus un mot, Julien. Pars !»
Mon ton était sans appel. Il recula, hébété, avant de quitter la salle sous les regards accusateurs. Antoine resta un moment à mes côtés. Nous nous regardâmes, deux survivants d'un même naufrage. « Je n'aurais jamais cru qu'elle puisse aller aussi loin, » souffla-t-il. « Moi non plus, » répondis-je, ma voix plus douce. Nous savions que nos vies venaient de voler en éclats. Mais dans ce chaos, il y avait aussi une étrange solidarité, celle de ceux qui ont partagé le même enfer. Nous échangeâmes nos numéros avant qu'ils ne repartent, la tête haute malgré la douleur. Les semaines suivantes furent éprouvantes. Les vidéos filmées par certains invités circulaient dans tout notre cercle social, puis au-delà. Sur les réseaux privés, les images de Mélissa en larmes recouvertes de champagne devinrent virales. Son agence de communication mit fin à son contrat en moins de 48 heures. Elle fut rayée des listes des cercles mondains qu'elle fréquentait, exclue de tous les événements auxquels elle aspirait tant. Son nom devint synonyme de trahison et de duplicité. Antoine, de son côté, déposa une plainte pour escroquerie sentimentale et obtint rapidement gain de cause. Mélissa fut condamnée à lui rembourser chaque centime dépensé pour ce faux bébé, chaque achat, chaque meuble de la chambre du nourrisson qui n'existerait jamais. Julien, lui, fut lâché par son employeur, dont la réputation avait été éclaboussée par le scandale. Ses parents, humiliés, coupèrent le contact avec lui pendant plusieurs mois. Sa tentative de réintégrer notre cercle d'amis échoua, chacun l'évitait, conscient qu'il avait détruit ma vie et failli ruiner la leur. Quant à moi, je vécus un effondrement physique et émotionnel. Le contre-coup de la tension accumulée me terrassa. Je passai plusieurs semaines enfermée dans l'appartement que j'avais repris seul. Les cartons de mon mariage annulé traînaient encore dans le salon. La robe, pourtant splendide, pendait dans ma penderie comme un spectre moqueur. Chaque matin, je me forçais à me lever, à ouvrir les volets, à me préparer un café, même si je n'avais envie de rien. C'est lors de ma première séance chez Dr Naouri, une thérapeute spécialisée dans les traumas relationnels, que j'ai compris que la plus grande bataille commençait, celle pour me reconstruire. Vous avez survécu à la trahison et transformé votre douleur en vérité, me dit-elle lors de notre première rencontre. Mais maintenant, il faut apprendre à vivre sans peur, sans haine, à reprendre confiance. Ces mots devinrent mon mantra. Au fil des semaines, j'appris à parler sans pleurer, à sourire sans me forcer, à aimer à nouveau ma propre compagnie. J'achetais de nouvelles plantes, repeignis mon salon dans des tons chauds, accrochai des photos de voyages que je ferais seule ou avec des amis. Petit à petit, l'appartement cessa de ressembler à un mausolée. J'appris à dire non, à me fier à mon instinct, celui que j'avais trop longtemps étouffé pour plaire ou par peur de perdre. J'appris à écouter mes doutes, à les transformer en questions et non en reproches envers moi-même. J'appris à pardonner non pas pour excuser, mais pour me libérer. À ceux qui me demandaient pourquoi j'avais choisi de révéler la vérité de façon aussi spectaculaire, je répondais toujours « Parce qu'il n'y a pas de honte à être trompé, mais il y a une honte immense à tromper. » 6 mois après le mariage, je m'offris un voyage à Lisbonne, seule, pour marquer ma renaissance. Sur une terrasse surplombant le Tage, un verre de vin blanc à la main, je me surpris à sourire sincèrement pour la première fois depuis des mois. Le soleil couchant baignait la ville d'une lumière dorée, et dans ce moment suspendu, je compris que j'étais enfin libre. Ma vie, désormais, m'appartenait pleinement. Et vous, face à une telle trahison, auriez-vous eu le courage de dévoiler la vérité? Auriez-vous orchestré une justice implacable ou seriez-vous parti en silence? Racontez-moi votre choix en commentaire et abonnez-vous pour d'autres histoires où la vérité, toujours, finit par triompher.